La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir et expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble Demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Ensemble Demain, un podcast, euh, un épisode, et voilà, je me mélange déjà, sur le thème de l'art. L'art pour moi qui est amené dans cette perspective-là d'être et d'agir ensemble aujourd'hui et demain, et qui est pour moi un catalyseur en fait face à cette transition qu'on vit en tant que société, en tant qu'être humain, et comme une passerelle entre notre intellect et nos émotions, entre l'humain et le vivant, et qui crée justement ce lien-là vivant, puis ces relations, cette relation au monde qui peut peut-être transformer notre monde. Je le vois comme une forme d'expression de notre humanité, cette humanité universelle. Donc, l'art qui nous invite à connecter à nous-mêmes, à connecter les uns aux autres, à connecter au monde, à se ramener dans notre sensibilité et qui nous invite à remettre en question parfois nos comportements, notre perspective face à la vie, à entamer des réflexions, à questionner le statu quo. Donc, peu importe la forme d'art, que ça soit du théâtre, du cinéma, de la sculpture, du dessin, de la musique, je pense que l'art nous rappelle qu'il n'y a pas juste les données scientifiques, puis les grosses actions qui peuvent transformer le monde, puis notre rapport au monde. Euh, mais il y a aussi ces éléments-là qui sont parsemés dans notre quotidien qui ont leur impact. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir une invitée bien spéciale, en tout cas chère à mon cœur, elle le sait, Clara Prévost, une humaine extraordinaire, touchante par sa simple présence, une actrice et productrice, puis fondatrice des productions Fil d'Or, qui est une compagnie de création d'œuvres théâtrales et cinématographiques. Puis, Clara, je suis contente de te recevoir parce que tu incarnes par ta présence cette sagesse-là, cet amour-là, je trouve que tu transmets sous toutes ses formes. Et donc, c'est pour ça que c'est toi que j'avais envie de choisir pour nous parler d'art aujourd'hui. Alors, avant de plonger dans la thématique en tant que telle, dans les mots, dans les concepts, j'avais le goût que tu prennes le temps de te présenter toi, en tes mots, l'être humain que tu es, dans tes valeurs, dans ton histoire, dans tes passions, et de nous transporter peut-être dans ce chemin-là que tu as vécu, puis qui fait qu'aujourd'hui, cet élan-là d'artiste que tu portes en toi, tu l'as amené aussi dans ta carrière. Ben, d'abord, merci pour cette introduction, cette douce introduction si accueillante et bienveillante. Merci, Sophia. Euh, oui, qui suis-je? Euh, En fait, je vais y aller avec la porte d'entrée de l'art. Mes parents sont musiciens, donc je suis née d'abord dans une famille de musiciens, donc je suis tombée dedans quand j'étais petite. Euh,
Puis je pense que j'étais dès le départ une enfant avec une intensité assez marquée, c'est-à-dire que très, très intense, tant dans la joie que la colère, que la peine. Puis j'avais des parents et une sœur infiniment aimants. Et Hmm. je dirais que j'ai reçu une éducation spirituelle, une éducation émotionnelle. C'est pas tout le monde qui la donne, cette éducation-là. Une éducation intellectuelle et une éducation artistique. Donc, mes parents je me considère très, très, très chanceuse pour ça. Ils ont comme vraiment veillé à ce que tous ces aspects-là fleurissent et ils m'ont encouragée dès le départ dans tous ces champs d'action-là. Euh, et puis, ben, rapidement, j'ai commencé à écrire très tôt, même, tu sais, dès la première année, là, dès que j'ai su écrire, j'écrivais des pièces de théâtre, c'était toujours infiniment intense, là. C'était des gros drames avec des flèches dans le cœur, des, tu sais, mes titres, c'était comme tatoué au cœur, Ève, un ange descendu du ciel, une Hmm. vie à recommencer. C'était toujours des drames. Un moment donné, puis je faisais jouer souvent je jouais tous les personnages, mais des fois je demandais à ma famille de faire des rôles, comme c'était pour ma famille plus élargie. Puis à un moment donné, j'avais demandé à mon père de jouer euh, mon père, mais comme en personnage. Puis Ouais. c'était un père qui battait son enfant, puis Oh. qui sacrait, tu sais, c'était juste des sacres. Puis je me souviens que mon père riait, puis je disais, papa, toi, sérieux, frappe-moi pour vrai, frappe-moi pour vrai. Il était comme, je sais pas, une affinité pour le drame ou pour la souffrance humaine, ça m'a comme jamais fait peur. Au contraire, je pense que c'était une façon de. Je trouvais ça fascinant. Je pense que probablement aussi que j'avais déjà de l'empathie, mais aussi le phénomène de la souffrance puis des grosses épreuves. C'était pas nécessairement quelque chose que j'avais connu moi. Euh, Hmm. puis je sais pas, peut-être que c'était par l'attention que ça attirait, aussi la sympathie. Je sais que je cherchais énormément l'attention quand j'étais petite. J'avais comme un besoin insatiable euh, d'être vue, d'être comprise, d'être aimée. Donc, je pense que via ces pièces de théâtre-là, j'allais combler aussi cette part de, ben c'est ça, ce désir-là, même que je mentais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la vie. Là, à un moment donné, il a fallu que ma mère fasse une intervention puis qu'elle m'explique, c'est que les pièces de théâtre, c'est sur scène, puis que ben, dans la réalité, il faut rester honnête. Puis c'est ça. Hmm. J'ai eu quelques leçons par rapport à ça, quelques amères leçons. J'ai perdu quelques amitiés au primaire pour finalement faire des prises de conscience, puis tranquillement démêler, je pense, mettre les choses dans les bonnes cases, ouais. Hmm. Et voilà, et là, j'ai toujours su que je voulais devenir comédienne. Ça, c'était clair, clair, clair. Et puis, ben, c'est ça. Mes parents m'ont encouragée pour, donc j'ai terminé mon parcours scolaire avec l'École nationale de théâtre du Canada. Puis, à ma sortie, un peu à ma grande surprise, puis finalement, c'était pas tant surprenant parce que j'avais écrit toute mon enfance, toute mon adolescence, mais je me suis mis à l'écriture, chose que j'avais comme arrêtée OK. au cégep, puis à l'école de théâtre. Je me suis remis à l'écriture parce que tout d'un coup, je pense que ça m'est apparu clair. Premièrement, que je voulais pas attendre après le téléphone comme comédienne. Je voulais une autonomie, mais aussi j'ai comme réalisé qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui voulaient sortir, puis que dans le fond, j'avais envie de cette démarche-là, de voir l'art comme une façon d'appréhender le monde, puis d'être en constante recherche, puis un peu comme les scientifiques, là. Euh, Ouais. Fait que pas juste répondre aux commandes de façon créative des metteurs en scène, mais vraiment de penser l'art à ma manière, puis voilà. Hmm. Ah, quelle belle présentation. Euh, Tellement, tellement d'authenticité, de vulnérabilité, d'humilité dans cette présentation-là. Tu sais, on ressent toute ta sensibilité et toute ton humanité finalement. Puis justement, tu nous amènes tranquillement à la deuxième question que je voulais te poser, qui est celle que qu'est-ce que qu'est-ce que c'est l'art pour toi? Ouais, c'est une grande question. Je
j'ai plusieurs éléments de réponse, je dirais, qui sont très personnels, je ne vais pas nécessairement citer à chaque fois parce que, mais il faut dire que mes réponses ont été grandement influencées par les écrits de Rainer Maria Rilke, de Tolstoï, des écrits Baha'i, des écrits soufistes, de Tarkovsky. Donc, bref, je pense que j'ai une approche qui est très, très ancrée dans une recherche de connexion spirituelle euh, avec l'art. Donc, dans un premier temps, pour moi, l'art, un peu comme la science, mais avec un langage différent, tente de percer les mystères de la grande réalité avec un grand R, là. Euh, Mm. tu sais, comme la science découvre au fur et à mesure, mais tu sais, l'électricité était latente dans l'univers avant qu'on la découvre. Alors, au même titre, l'art, pour moi, c'est avec un langage peut-être beaucoup moins précis, plus ambigu, plus poétique, Ouais. plus flou, plus subjectif, tente de percer aussi ces grandes vérités, peut-être plus au niveau spirituel, au niveau de l'intangible. C'est pour ça aussi que dans cette approche-là, c'est pas grave si c'est pas bon ou pas dans la création, parce que c'est une recherche. Au même titre que la théorie scientifique peut être réfutée à un certain moment, juste, elle fait quand même avancer la connaissance. Il y a quand même une tentative. Euh, donc ça, je dirais dans un premier temps, ça fait partie de ma définition de l'art. Ensuite, je pense que le but de l'art, c'est de transmettre des concepts, de faire passer des concepts du domaine de la raison au domaine du cœur, un peu comme j'étais très d'accord en fait avec ce que tu énonçais tantôt comme ta définition de l'art. Euh, ouais, c'est ça. C'est intéressant ce que ça fait parce que ça permet, quand on ressent quelque chose, c'est plus notre intellect qui prend des décisions ou c'est sans trop qu'on s'en rende compte, il y a un changement. Puis je trouve que ça facilite l'action après. Fait que je trouve que c'est un moteur de changement aussi, là. Parce que, tu sais, on comprend quelque chose dans notre ressenti. Il y a des fortes chances aussi que ça affecte notre manière d'agir. C'est une façon aussi de favoriser l'empathie, d'élever aussi. Puis c'est intéressant parce que Tolstoï, il parle qu'une vraie œuvre d'art, il va pas avec le dos de la cuillère, là, lui, il est assez catégorique, Et dans qu'une ce vraie sens. œuvre d'art doit susciter absolument euh, un sentiment de fraternité humaine, donc d'unification. Donc, ça doit servir à unifier les hommes ensemble et à les élever. Puis, moi, ça me rejoint, cette façon de voir l'art. Euh, Puis c'est ça, je pense aussi que l'art est aussi une façon, même au niveau communautaire, euh, je pense que plus on va comprendre, tant dans l'éducation que dans nos constructions communautaires, que l'art est vraiment un moyen d'apporter de la joie, est un moyen de créer des liens, est un moyen de, tu sais, quelque part, c'est la créativité, juste le processus de création, il y a tellement d'aspects à ça. Il y a la contemplation, il y a le silence, il y a la réflexion. Après, il y a le geste créateur. Puis je pense que après, il y a le partage de ce qui est sorti de quelque part d'intime. Mhm. Donc, il y a tellement d'outils à ce niveau-là, au niveau éducatif et communautaire. Donc, c'est une réponse vaste et plus ou moins précise, mais tu vois, ma définition de l'art, en fait, est en recherche, puis j'englobe un peu tous ces aspects quand je pense à l'art. Ah ouais, mais c'est beau où tu nous amènes, hein, parce que finalement, c'est comme l'amour, l'art, c'est difficile d'aller toucher à une définition précise, c'est tellement vaste. Puis c'est exactement ça, l'idée de la ramener, comment toi tu ressens l'art, pour le coup, justement. L'art Mhm, va nous transmettre, va nous ramener dans notre ressenti. Et je pense que quand on parle d'art, on parle de notre ressenti, puis on revient dans notre ressenti. Et, mhm, et justement, tu parlais à quel point l'art, c'est créateur de liens. Puis en tant que société, en fait, on réalise à quel point on est dans cette importance-là de se rallier, de se relier pour être en capacité d'agir, plus uniquement tout seul, mais ensemble.
Et en tant qu'artiste, je pense on est porteur d'un message. Les œuvres sont porteuses d'un message. Est-ce que toi, tu pourrais nous parler de peut-être d'une œuvre qui t'a touché, toi, puis qui t'a sensibilisé peut-être face à un enjeu de société, ou sinon aussi peut-être une œuvre que tu as créée et qui avait cette visée-là de sensibiliser à une cause qui te tient à cœur? Mhm. Oui, ben alors, il y en a plusieurs, mais je pense d'emblée à un livre et puis à un film. Le livre, c'est un classique. C'est pas original, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça, les classiques, c'est universel. Puis, Les Misérables de Victor Hugo. Moi, ça, bon, c'est sûr que c'est très engagé aussi dans une époque qui n'est plus la nôtre, mais c'est encore tellement d'actualité. Mais ce que c'est venu chercher en moi, c'est justement un sentiment de connexion à mes frères et sœurs humains. Et dans le fond, c'est la rédemption de quelqu'un qui, parce que un homme lui offre un amour et une bienveillance infinie, au lieu de lui répondre ce qu'il mériterait, dans le fond, selon notre justice peut-être humaine, quelqu'un qui passe par-dessus, tu sais, qui fait preuve de bonté. En fait, c'est l'histoire de comment la bonté transforme la vie d'un homme et comment cet homme-là, après cette transformation, devient une source de bien-être pour tellement de gens autour. Puis c'est une tapisserie de connexion et les réflexions aussi qu'il y a sur la spiritualité, sur, euh, sur la situation politique de l'époque, euh, sur la nature humaine en général, ça a été comme, mais ça, des fois je lançais mon livre, là, tu sais, tellement que j'étais émue. Tu sais, quand un artiste réussit à mettre des mots sur quelque chose que tu sens depuis toujours, mais que tu t'en rends pas compte ou que tu n'es juste pas capable de le formuler, puis là, ça apporte une clarté, puis c'est fascinant quand ça arrive. Tu as vraiment l'impression d'être l'âme sœur de cet artiste-là, tu sais, quand ça arrive. Puis sinon, ben le film, puis c'est pas un film non plus, celui-là ne fait pas l'unanimité, contrairement aux Misérables, je pense que ça c'est assez universel, mais le film A Hidden Life de Terrence Malick, qui est très lent, c'est un rythme très lent. C'est l'histoire d'un homme qui refuse de se battre pendant la Deuxième Guerre mondiale à cause de ses convictions. Euh, il veut pas faire un geste il veut rester pacifique, puis il veut pas se battre pour quelqu'un pour Hitler. Donc, mais c'est juste ce chemin-là, doucement, c'est tout simple. On voit sa vie à la campagne avec sa femme, ses enfants, puis ça avance lentement, lentement, lentement. Tout petit, puis à la fin, ben, je le dis, là, le punch, là, mais il refuse jusqu'au bout, puis il est exécuté. Mais ça se fait dans tu rentres, c'est comme un 3 heures, c'est très long et très lent, mais moi, c'était comme un 3 heures de méditation dans lequel c'est comme un massage, là, parce que c'est un exercice, parce que c'est pas toujours évident de garder l'attention, tu sais. On n'est pas habitué d'entrer dans un rythme si lent. Mais à la fin, c'est venu me percer le cœur, puis ça m'a fait prendre conscience de comment, dans le fond, les petits gestes, c'est une série de petits gestes, puis personne, ça n'a rien changé en apparence, là. La guerre a continué. Et lui, il est allé au bout de cette conviction-là. Puis il y a Tarkovsky qui dit quelque chose, là, moi, ça me faisait penser à ça, là, mais je vais le lire parce que c'est une citation que j'ai là, devant moi, parce que je l'aime trop, mais euh, je trouve que ça fait écho à ce film-là. Mais Tarkovsky dit, en parlant un des personnages dans ses films, il dit, il prend donc le risque d'être qualifié de fou parce qu'il a conscience d'appartenir à un tout, ou si l'on veut, au destin du monde. Mais en réalité, il ne fait qu'obéir à sa vocation telle qu'il la ressent dans son cœur. Il n'est pas le maître de sa destinée, mais son serviteur. Et ce sont ainsi des efforts individuels que personne ne voit ni ne comprend qui soutiennent très probablement l'harmonie du monde. Hmm. Moi, ça, là, ça me bouleverse. Puis je trouve que ce film-là dépeint exactement ça, cette citation-là de Tarkovsky. Mm. C'est tellement beau ce que tu amènes. Alors, autant je connais le livre Les Misérables, autant je ne connais pas ce film, mais ça m'intrigue tellement.
Alors, il y a différentes choses que tu as mentionnées. Tu sais, il y a à quel point, justement, au travers de ce livre, tu as été en capacité d'être touché par quelque chose à tel point que la connexion était si forte que l'émotion est sortie de ton corps et que ça a été comme une libération de ressentir que c'était possible de connecter avec quelqu'un qui est même pas devant toi, finalement, au travers de son œuvre. Et dans le film, ce que tu partages, même par rapport à la lenteur de comment il est fait. Mhm. Je trouve que c'est tellement beau à ramener parce qu'on est tellement dans une société qui va vite et on n'accepte tellement pas d'aller à un rythme plus lent, plus en profondeur, plus dans cette connexion-là. Tu sais, c'est tellement inconfortable d'aller lentement que je trouve que ça ramène ça aussi. Puis, tu sais, à un moment donné, tu parles justement de, de, de quand on revient dans notre cœur et dans notre vocation, dans ce qu'on porte en nous, ce qu'on porte en nous et qu'on transmet au monde finalement, même si dans l'instant, ça change pas grand-chose. C'est une graine qu'on sème, c'est un espoir qu'on cultive pour soi et pour les autres. Mhm. Ça va peut-être fleurir dans quelques années, mais je trouve ça beau comment tu ramènes ça à l'intérieur de l'humain, puis comment le fait de l'amener à l'extérieur, peu importe comment ça va être reçu, peu importe ce qui en coûte, Ouais. ouais, c'est cet élan d'aller transmettre ce qui est au cœur de nous. Fait que je trouve ça beau. Mm. Et ben, euh, c'est Rilke aussi qui il pose la question en fait aux artistes, qui dit est-ce que la création, il parle de l'écriture, mais mettons que j'ouvre à la création, est-ce que c'est une nécessité? C'est-à-dire, et si la réponse est oui, alors, puis vraiment une bonne question, tu sais, à se poser, mais si c'est une nécessité, alors, il dit, vous avez le devoir de peaufiner et de vous mettre à l'œuvre. Peu importe le regard extérieur, c'est comme respirer, en fait. Puis, personnellement, c'est comme quand je me suis posé la question, puis que j'ai réalisé que la réponse était oui, je suis devenue très, très émue, parce que je réalisais, en fait, que un peu justement comme le souffle est à la santé du corps physique, là, c'est-à-dire essentiel, euh, je me disais, ah, mais on dirait que c'est la même chose pour ma vie spirituelle. L'acte de création est comme une respiration. Sans ça, il y a quelque chose qui, pour moi, s'éteint. Puis aussi, il y a quelque chose de très... souvent dans la vie de tous les jours, on peut pas nécessairement... C'est pas nécessairement opportun d'exprimer nos pensées les plus profondes ou justement, ça va tellement vite. Il y a tellement d'opinions. D'aller en profondeur, puis de surtout quand on s'arrête puis qu'on prend le temps de réfléchir aux choses, des fois, je trouve que ça peut apporter une solitude euh, de jamais pouvoir partager, tu sais, c'est ça, ces pensées les plus profondes, c'est où on est rendu dans notre recherche, dans notre quête de l'existence, du sens de l'existence. Fait que je trouve que l'écriture aussi est comme une manière ou la création de se donner la chance de pouvoir l'extérioriser. Fait que Mm. je dirais qu'aussi dans mon cas, c'est aussi une façon peut-être de me sentir moins seule au niveau humain. Puis je me dis quand même qu'il y a juste trois, quatre personnes qui lisent ça puis qui se disent justement, qui ont un sentiment de reconnaître quelque chose, comme des âmes sœurs un peu. Ben déjà, le sentiment de solitude est un peu épongé. Tu sais, il y a comme, c'est déjà immense. Mm. Ah, fait que c'est comme une façon de te mettre en lien, ben oui, de t'exprimer puis te mettre en lien avec l'autre, c'est peu importe le nombre de personnes que ça touche. Ouais, Ouais. je trouve ça très émouvant ouais, ce que tu partages. Tu sais, à quel point ça vient chercher quelque chose à l'intérieur de toi. Puis tu sais, la belle image de tu sais, respirer, c'est vivre hein, que tu nous amènes. Et puis pour toi, créer, c'est vivre. Et il y a tellement une résonance avec ce que tu dis parce que quand, quand So Co est né, puis c'est pas du tout la même chose, là on s'entend, c'est une entreprise, mais moi je le voyais pas comme une entreprise, je le voyais comme une œuvre créative, comme quelque chose qui me fait renaître à moi-même, qui me donne le goût de vivre, de transmettre. Alors, Ouais. énormément de résonance dans ce que tu dis, puis ce fait là aussi au travers un projet.
créatif, que ce soit une entreprise ou une œuvre théâtrale ou peu importe, un livre, de se relier avec les autres, de se mettre en connexion avec les autres, puis d'avoir ce sentiment-là qu'on est soi-même, puis qu'on est en capacité de contribuer à notre petite échelle, de faire des petits pas, des actions. Fait que beaucoup de résonance avec ce que tu partages, ouais. Oui, ben, c'est si bien dit. Et puis moi, je trouve vraiment que c'est un acte créateur, démarrer une entreprise. Surtout, dans le sens, je pense que n'importe quel art ou forme d'art peut ne pas nécessairement peut entrer dans la marchandisation, comme l'entreprise peut entrer dans la marchandisation, mais chaque acte créateur, peu importe ce que c'est, fait dans une conscience justement de réflexion, puis c'est ça. Pour moi, ça rentre tout à fait dans ce qui est l'art. C'est Ouais, c'est au nom de quoi tu le fais finalement. Au exact, nom ouais. de cette marchandisation ou au nom de cet amour-là que tu portes en toi ou de cet élan-là de transmettre. Ouais, oui, mais oui, tu as raison en fait. Et donc finalement, un artiste, c'est bien plus que ce qu'on peut penser que c'est. C'est pas uniquement quelqu'un qui peint ou qui crée des œuvres théâtrales ou qui crée des films. Un artiste, en fait, on est tous. Est-ce qu'on peut dire qu'on est tous des artistes en ce monde? Moi, je pense qu'on a la capacité, oui, en fait, c'est intrinsèque, mais est-ce qu'on utilise cette faculté de réflexion? Je pense que c'est une façon d'envisager le monde, être artiste, Mm. qui nécessite justement du silence, qui nécessite une réflexion sur nos propres actions, une réflexion de société. Donc, c'est très proche de la philosophie aussi, là, moi, je trouve. Mais tu parlais tantôt du rythme effréné, tu sais, qu'on retrouve souvent dans les films. Bon, ça peut être un procédé puis qui peut servir un propos super noble, mais la plupart du temps, on parle d'une culture du divertissement et parfois, pour ne pas dire d'abrutissement. Là, tu sais, et c'est la même chose pour les entreprises. Des fois, on crée avec, tu sais, en, en se disant dès le départ qu'on va faire du profit Ouais. sur les angles morts des gens. Ou ça, tu sais, fait que, je veux dire, on s'entend qu'on n'est pas du tout dans la même approche. Moi, j'appellerais pas ça de l'art. J'appellerais pas ça des artistes, non. Euh, Tolstoï appelle ça de la contrefaçon de l'art. Tu sais. Ok. Il y a ce qui provoque un effet, il y a l'art qui provoque une sensation forte, qui stimule, tu sais, qui éveille les sens, puis tout ça, mais euh, est-ce que vraiment, je pense que le divertissement peut être de l'art, absolument, mais que malheureusement, présentement, la plupart du temps, ça n'en est pas, juste parce que le but est d'avoir le plus d'écoute possible, le but est de faire le plus d'argent possible. Donc, oui, le matérialisme est rentré dans l'art. Oui, mais oui, en fait, le matérialisme, ce qu'on réalise, c'est qu'il est rentré partout. Et donc, c'est de se questionner à chaque fois, c'est justement l'intention qu'il y a derrière cette œuvre qu'on crée. Puis je pense que même, alors je ne sais pas si tu le vis, mais moi, je le vis à chaque fois. À chaque fois, je vais me questionner pourquoi est-ce que j'ai envie de mettre ce projet-là, donner vie à ce projet-là. Il y a quoi, c'est quoi l'intention profonde? Puis des fois, je me dis non, 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 ça part pas d'un espace qui est juste. Ça part de mon ego ou de mon besoin d'être je sais pas trop quoi. Ah, Oui, mais ce projet-là, il part de quelque chose qui pétille à l'intérieur, qui fait sens, qui me ramène pas dans l'ego, mais dans l'amour, dans l'humain. Puis c'est oui, un peu comme une boussole finalement, même pour nous absolument. en tant qu'humains, pour déterminer finalement quand on crée quelque chose, au nom de quoi on le crée, quelle est l'intention. Puis je pense que c'est de se remettre en question, même dans nos propres certitudes, face à pourquoi est-ce qu'on fait les choses, de toujours se ramener à ça. Puis qu'il y a quelque chose de très constructeur pour nous en tant qu'êtres humains, pour évoluer, pour apprendre, pour être toujours dans cette démarche comme un peu le scientifique, comme tu disais, là, dans la recherche, avec humilité, de se questionner à chaque fois, de se laisser l'espace d'explorer, d'évoluer, Ouais, puis Mhm. finalement, ouais, je pense de grandir ensemble. Mm. Ouais. Puis il y a comme une réactualisation qui se fait à chaque instant, mais aussi, ben, des fois aussi, on est dans nos angles morts, là. Ça arrive inévitablement, mais je veux dire, quand même, au bout de quelques mois, quelques années, même des fois, tout d'un coup, il y a d'autres prises de conscience, puis là, ça réoriente complètement l'approche. Fait que oui, c'est quelque chose qui est continuellement en mouvement. En fait, c'est à espérer, là. Oui, 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 oui. Puis, alors, on n'en avait pas parlé tantôt, mais
dans ce que tu partages, ce que ça me fait ressentir, c'est beaucoup d'espoir. C'est le mot espoir qui monte quand tu me partages tout ce que tu me partages. Quel lien est-ce qu'on peut faire entre ce contact-là avec l'art, peu importe sa forme, l'espoir et comme la transformation de ce qui s'en vient pour nous en tant que société? Mhm. Ouais, c'est une bonne question. Euh, je pense en fait qu'on est déjà en train de foncer dans des murs. Tu sais, il y a des grandes crises là, humanitaires à l'échelle planétaire. Puis je pense que ces crises-là, d'une part, nous forcent à prendre conscience de notre essence commune à tous les êtres humains. Mais d'autre part, des fois, ça ne fait qu'accentuer certaines forces comme le matérialisme. Tu sais, il y a comme deux mouvements, il y en a un d'intégration, il y en a un de désintégration un peu, là. Oui. Puis souvent, ma question, je suis comme, le processus de désintégration, il est inévitable, dans le sens qu'il y a quelque chose qui s'effondre présentement, puis ça, ben, on peut pas vraiment avoir de pouvoir là-dessus. Fait que j'aime penser que l'art, tel qu'on l'entend, là, euh, fait partie du processus d'intégration. Mm. Donc, du monde qui se construit pendant qu'il y a un autre qui se déconstruit, Oui. qui s'effondre, ouais. Euh, Puis en ce sens-là, je me dis que ça renforce, puis c'est comme je pense que l'amour peut contrer la haine. Tu sais, c'est une force qui peut vraiment désarmer la haine. Fait qu'au même titre, je pense que l'art fait partie de ces forces, de l'empathie, justement le sentiment d'unité et l'amour que ça suscite. Je pense que c'est un outil mais indispensable, tu sais, euh, dans, dans, dans la création de cette société qu'on imagine plus pacifique et unie. Fait que ouais, ça, ce serait une partie de réponse. Mm. Oui, oui, oui. Mais il y a quelqu'un qui l'a exprimé autrement dans un autre échange. Mais, tu sais, tu te dis, il y a quelque chose qui se déconstruit, puis ça, c'est inévitable. Et à côté, il y a quelque chose qui se construit, qui se reconstruit. Puis l'autre personne partageait de cette manière, disait que c'est pas la fin du monde, comme on le voit, mais c'est la fin d'un monde. Et je trouve que ça rejoint beaucoup ça. Finalement, ce que tu dis, c'est que l'art nous amène dans cet élan-là au travers l'empathie, au travers toutes les émotions que ça vient chercher en nous, en tant qu'humains, nous amène à reconstruire, mais il y a quelque chose qui est à déconstruire, puis qui inévitablement va se déconstruire. Ouais, 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 ouais. Puis, tu sais, je veux dire, tu sais, on parle d'unification, mais la, la polarisation qu'on voit de plus en plus, les divisions, la guerre, bref, c'est ce dont on entend parler beaucoup. Mais euh, moi, je me dis, mais il faut absolument, si l'art est un instrument aussi, là, je pense qui peut être utilisé de toutes sortes de façons. C'est puissant, mais ça peut venir renforcer certains préjugés, puis ça peut venir créer de la division encore plus. Fait que faut être conscient, je pense, aussi de comment on l'utilise. Euh, Hmm. Parce que je pense qu'il peut vraiment faire partie des deux processus. En fait, on peut l'utiliser, mais je pense qu'il doit être utilisé pour Ouais. ce processus qui construit. Ouais. Oui, au-delà de sa dimension philosophique, ça peut vraiment être un outil, une ressource qui peut nous permettre justement soit d'accentuer la division et de supporter le processus de désintégration, soit nous permettre de construire, puis agir comme ressource pour construire quelque chose de positif. Puis Mhm. dans ce balado-là, l'idée, c'est vraiment d'être là-dedans, on sait qu'il y a une partie qui se désintègre et l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste, en tant qu'être humain, en tant qu'entrepreneur, en tant que... Peu importe comment on se définit ou l'étiquette qu'on se pose, comment est-ce qu'on peut être dans le pour quelque chose, dans le pour aujourd'hui, dans le pour demain. Et c'est Mhm. pour ça que, tu sais, j'aime amener cette dernière question qui est, donc que je vais te poser, que tu sais que je vais te poser, mais toi, Clara, à ce jour, ça serait quoi ton rêve, ton espoir pour demain, pour aujourd'hui même, ton utopie réaliste? Tu sais, je te le partageais, puis je le partage souvent, c'est qu'est-ce que tu ressens, toi, dans ce nouveau monde-là qu'on se crée, qu'on construit? Qu'est-ce que tu vois? À quoi ça ressemble? Si tu nous amenais dans ton récit à toi. Mhm. Euh,
Ben, je pense d'abord que souvent, quand on parle d'une vision utopiste, réaliste, justement, mais qu'on dit des grands mots comme l'amour, l'unité, la paix, tu sais, souvent, ce qui vient en tête, c'est quelque chose comme de facile, puis d'un peu, pas de facile, mais de, justement, d'un peu fleur bleue ou de, Mm. je dirais en premier lieu que l'amour, selon moi, c'est la chose la plus difficile, tu sais, vraiment, c'est un choix de tous les instants. Puis c'est un travail ardu qui est imparfait. Puis je pense que dans mettons, ce que je vois, j'aimerais en fait, j'aimerais construire un monde qui est peut-être plus dans la véracité. Donc d'abord de reconnaître pleinement par état des lieux, de façon honnête, de façon, je sais pas comment dire, mais juste d'être capable de nommer ça dans un premier temps, puis qu'après, la véracité accompagne tous les processus, dans le sens que c'est la base de toute relation, pour moi, tout se construit à partir de là. Donc, c'est pas nécessairement un monde parfait que j'imagine, mais c'est un monde dans lequel on reconnaît nos erreurs et on essaie de faire mieux. Puis Mm. j'espère qu'un jour, on va comprendre que vaut mieux se tromper ensemble et réajuster ensemble que de se tirailler pour qui a raison, Mm. euh, en, en faisant constamment des luttes de pouvoir, un renversant l'autre, l'autre renverse l'autre. Donc, ça crée comme une forme de... Il n'y a pas d'unité durable, il n'y a pas de... C'est constamment des visions qui s'affrontent. Donc, comment rester dans un mode consultatif, c'est-à-dire qu'on cherche puis on parle avec véracité de ce qu'on pense, puis parfois on n'est pas d'accord, et on a une unité de pensée et de vision. Je pense que c'est ça qui nous manque, puis j'ai pas la réponse à nécessairement, j'ai des pistes de réponse, puis je pense qu'il y a plusieurs gens qui essaient de travailler activement à ça, mais comment parvenir à avoir, dans la mesure du possible, plus d'unité d'action, plus d'unité de vision? Mm. Je pense qu'à partir de là, ça n'a pas besoin d'être parfait, puis ça ne le sera jamais, mais au moins, il y a une culture d'apprentissage, il y a une culture d'humilité, puis de progrès, donc. Ouais. Ah, c'est beau ce que tu partages. C'est Mhm. beau ce que tu partages, surtout dans un monde où aujourd'hui, on nous demande d'être parfait, puis que chaque action qui doit être posée doit être parfaite, puis que ça brime les élans d'action de beaucoup. Fait que tu nous amènes dans un monde où on est ensemble, dans un monde où on se met ensemble pour porter des actions et même, comme tu disais au début, pour faire un état des lieux, partir de se dire les vraies affaires, être vrai, quel est l'état du monde, puis qu'est-ce qu'on veut en faire ensemble. Puis au lieu de se diviser, comment on peut s'unir pour le faire, peu importe si on n'est pas d'accord. Fait que ça, c'est ce que je reçois de ce que tu viens de dire. Peut-être que je le reçois tout croche, mais en tout cas, c'est ce que j'ai voulu entendre ou que j'ai entendu, je ne sais pas. Ah, tu résumes très bien, oui, le fond de ma pensée, oui. Hmm. Merci beaucoup, Clara, pour, pour ces partages-là, pour ouais, la profondeur de ces partages. Les gens ne te voient pas, mais je ressentais de l'émotion aussi à certains moments, des vagues d'émotions quand tu parlais, des yeux qui pétillent. Donc, je veux juste ramener cette image avant qu'on se quitte, pour que les gens, sans te voir, puissent le ressentir. Et en espérant que cet épisode-là pourra inspirer le changement, inspirer l'action ou donner une vague d'espoir en tout cas, ou une autre perspective. Mm. Ben, merci, Sophia, de créer des espaces comme ça où il y a une discussion qui peut aller en profondeur. Puis moi, ben, la bienveillance que dans tes yeux incite à n'importe quelle confidence, j'ai comme une totale confiance. Donc, c'est très facile de partager tout ça avec toi. Merci. Mais merci d'avoir co-créé alors avec moi. Et merci à ceux qui co-créent en nous écoutant. Oui, mais À bientôt. à bientôt, Sophia.